bonne question. En 3 mots... Alors soit ce serait répondre à un besoin, ça en fait déjà 4. Donc besoin, communication et blockchain. En toute honnêteté, c'était le côté spéculatif au début lorsque j'étais encore étudiant. Donc je me souviens encore avoir fait mon premier investissement après avoir investi mes quelques centaines d'euros d'étudiants endettés sur Tron. Très bon choix. J'étais en partiel, j'avais fait un x10, je me disais bon allez ça sert plus à rien les études, bon, j'extrapole un petit peu. Donc voilà, c'était vraiment mon premier contact avec la blockchain. Petit à petit, donc cette fois en Master 2, toujours étudiant, j'étais en alternance donc dans un grand groupe de boissons, on va dire, en tant qu'acheteur approvisionneur international. Donc très sympa, une très bonne équipe, mais il manquait ce côté passion. Petit à petit, je me suis dit, est-ce qu'il y a un truc à faire dans la blockchain? Vu que j'avais très peu de capital en tant qu'étudiant, je me suis dit de quelle manière je peux essayer de m'impliquer dans ce secteur. Donc petit à petit, je me suis mis à participer à des airdrops, participer à des bounties, à publier sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, que je ne connaissais pas du tout avant. Et petit à petit, 1000 followers, 2000 followers, 3000 followers, des entreprises se sont mis à me contacter en me disant, tiens Quentin, est-ce qu'en échange de quelques tokens, tu pourrais faire la promotion de notre projet? Et donc c'est là où ça a émergé et je me suis dit, je pense qu'il y a un vrai marché sur ce secteur. Et donc c'est là où petit à petit je me suis mis à développer une société qui n'était pas Markchain. Voilà comment tout est parti. Pas du tout, non. Il faut savoir que je suis un très mauvais investisseur. Et notamment sur Tron, je me suis dit quitte à faire un x10, autant faire un x100. Donc je l'ai jamais vendu, ça s'est terminé en perte. Donc non, je suis pas du tout sur la partie investissement, c'est pas mon métier, ça reste un métier d'ailleurs. Donc non, je préfère ne pas trop toucher à ce côté-là. Markchain, marketing, blockchain. On a voulu faire assez simple, quelque chose qui est assez significatif pour la personne qui l'entend. Qu'est-ce qu'on fait tout simplement? Un client vient nous voir et nous dit j'ai tel besoin, je veux vendre des tickets, j'ai un salon pour un blockchain summit, je veux augmenter mes ventes, je veux du trafic, je veux une exposition dans les médias. Donc nous, l'idée c'est vraiment d'analyser le projet, le rendre pertinent, accrocheur et ensuite de ça faire un plan de communication pour répondre à ses objectifs. Donc à travers plusieurs moyens, que ce soit la partie relations presse, earned media, des articles sponsorisés, influenceurs, réseaux sociaux. Donc le but étant vraiment de reprendre le côté classique d'une agence de marketing, mais adapté à ce secteur où, mine de rien, il y a tout un écosystème qui s'est vraiment développé par rapport à ça, donc des médias, des influenceurs, des forums. C'est toujours important pour un projet qui arrive dans ce secteur de toucher cette communauté-là. Un petit peu, tout à fait, mais du coup, on va dire à taille humaine, très humaine, où je pense qu'on a réussi, donc notamment à avoir des offres comparées à Avast, je connais très peu par rapport à d'autres concurrents assez accessibles, bosser avec des projets de plus petite envergure, mais d'un point de vue marketing, relations presse, c'est vrai que c'est un petit peu ce que fait Avast, même si je ne connais que très peu ceux qui le font, c'est un petit peu ça, on a un petit peu le petit Avast, on va dire. Beaucoup de chance, personnellement, c'est vrai que mine de rien, avant de créer ma première société, je m'étais déjà fait interviewer dans Forbes.com, donc international en tant que top expert advisor. Je démarchais un contributeur chez Forbes pour essayer d'avoir un article, c'est aussi notre rôle en tant qu'agence PR, qui m'a dit non, pour plusieurs raisons, ce projet-là, ce ne sera pas possible. Par contre, toi, ton profil m'intéresse, donc pourquoi pas faire une interview. Et donc j'estime avoir eu pas mal de chance par rapport à ça, par rapport à ce dernier article qui est sorti. On est notamment avec Pierre Persson, avec des personnes, vraiment des grandes pointures, ce que j'estime ne pas du tout être pour le moment. Beaucoup de reconnaissance, c'est un bon coup de pub, ça fait toujours plaisir. Question très pertinente, c'est vrai que nous, notre réputation est directement impliquée lorsqu'on travaille avec une entreprise. Donc il faut savoir qu'on va principalement parler des ICO, mais nous on accompagne tout type d'acteurs au sein du marché, donc par exemple même des médias, des prestataires de services, un cabinet d'avocats qui veut communiquer, qui veut se spécialiser dans la blockchain. Donc dans un premier temps, pour tout type d'entreprise, ça va être donc les choses assez classiques. On a comme une petite due diligence analysis qui va être l'équipe, le sérieux du projet, est-elle connue, que fait-elle dans ce marché, est-elle réputée, on regarde la réputation en ligne, ce genre de choses, qui est très important pour nous. Et donc pour la partie ICO qui représente entre 5 et 10% de nos clients, donc là on a vraiment un template, une analyse due diligence très poussée qui va être composée donc de l'audit d'un smart contract, vérification de l'équipe, de leurs compétences, la tokenisation, le white paper, toujours la réputation, qu'est-ce que l'entreprise a fait avant ça, est-ce qu'elle a les moyens de le faire. Ce qui est important également, on aime beaucoup accompagner des projets qui ont déjà développé un MVP ou alors un produit fonctionnel, sachant que la plupart, du moins il y a encore quelques années, c'était pas le cas, c'était vraiment stade projet, j'ai ma roadmap, je lève des fonds, du moins je vends des tokens, pour ensuite faire mon projet sur N+1, N+2. Alors c'est pas forcément mauvais,
vrai, mais c'est vrai que tu viens avec quelque chose de déjà fonctionnel, c'est plus facile d'aller convaincre et tu as un impact d'autant plus fort. Et je conclus sur l'intérêt notamment aussi de la blockchain dans le projet. Est-ce qu'elle résout vraiment une problématique ou est-ce que c'est vraiment un peu une sorte de hype pour lever des fonds pour après développer une solution qui n'est pas forcément pertinente? Qu'est-ce que j'en pense? Beaucoup de hype, beaucoup de mots pour pas grand-chose. Je pense mine de rien que chaque méthode de levée de fonds en crypto-monnaie est adaptée à un public et à un client. C'est-à-dire que les ICO, pour moi, c'est plus destiné à des petites entreprises qui ont un projet, qui n'ont pas grand-chose aujourd'hui, qui n'ont pas forcément les moyens. STO, on retrouve beaucoup d'investisseurs, que ce soit des VC, que ce soit des hedge funds, que ce soit des institutionnels. Même l'entreprise doit déjà être un minimum avancée, développée. Mine de rien, veut établir une STO aux États-Unis. Il faut avoir, c'est du temps, c'est un budget, il y a beaucoup de choses qui font que voilà, c'est pas accessible à tout le monde et que mine de rien, les ICO, pour moi aujourd'hui, je reste axé sur les ICO parce que le gros avantage que j'y vois, notamment, c'est le fait de pouvoir lever des fonds sans donner de capital, de part sociale. Donc quelque chose qui est vraiment intéressant, tout en ayant un peu ce côté crowdfunding où tout le monde peut participer, contrairement à des ICO qui sont majoritairement faits en private sale et où après, le petit investisseur se fait souvent biaiser par la suite. Ça a été en arrêt cardiaque, on va dire, et je pense que ça a été une très bonne chose, du fait qu'il y a eu beaucoup d'abus dans le monde des ICO, 2017-2018, beaucoup de projets frauduleux, il y a eu beaucoup d'arnaques qui ont levé des millions très rapidement, qui n'étaient pas sérieux, où on a vu l'implication de la SEC notamment, qui ont infligé de lourdes peines, donc mauvaise gestion. Je pense que ça a été bénéfique dans le sens où les investisseurs, les participants aux ICO sont maintenant beaucoup plus éduqués à la chose et qu'également, par exemple en France, on a notamment maintenant un cadre réglementaire par l'AMF. Alors on peut disposer du visa AMF, mais c'est pas obligatoire, mais du moins on a une trame sur la bonne conduite, qui ne veut pas dire forcément c'est un bon plan d'investissement, loin de là, mais que la personne respecte les prérequis, les conditions, et je trouve que c'est une très bonne avancée, bon même si parfois ça reste un peu flou dans l'exploitation des informations, mais du moins voilà, on avance et je pense que maintenant, surtout en France et en Europe, le marché est beaucoup plus healthy, beaucoup plus propre, on va dire. La meilleure, c'est une question assez vague. Je dirais que d'un point de vue pour monsieur et madame tout le monde, ça reste Ethereum. Les personnes sont habituées à utiliser un wallet, un token ERC20, contrairement à d'autres blockchains. Et notamment, il y a beaucoup de tokens qui sont encore des ERC20, notamment USDT, donc qui peut permettre plus facilement d'intégrer tout un panel de tokens propres à Ethereum, contrairement si on passe sur Neo, sur Waves ou ce genre de choses. Alors on a toujours le problème des gas fees qui sont assez énormes, ça c'est clair, mais pour le coup, voilà, moi je trouve que ça reste quand même pour un petit porteur de projet, ça reste quelque chose, Ethereum, qui est très solide. Ce n'est pas du tout dans nos objectifs, à moins qu'on développe un produit marketing révolutionnaire grâce à la blockchain. Mais pour le moment, on a déjà des objectifs court terme et long terme qui sont ceux de se développer, notamment en France. Mine de rien, on agissait énormément sur le côté international au début. On commence à avoir de plus en plus de clients français, donc SAT, French ICO et d'autres. Le but étant de recruter, de nous développer dans un premier temps, de nous spécialiser. Mais pour le moment, un token, ce n'est pas d'actualité. Je pense que le jour où on en fera un, j'espère qu'on aura vraiment une idée bien précise derrière la tête. SAT, il faut savoir que donc moi je connais Gauthier, le CEO, à peu près depuis 1 an et demi, donc que j'accompagne en tant qu'advisor, donc consultant on va dire, sans intervenir en tant que prestataire de service avec Markchain, qui n'était pas encore créé d'ailleurs. Donc ça a mis du temps à se développer et on accompagne le SAT du coup que depuis quelques mois avec Markchain, et c'est un des seuls projets parmi quelques autres qu'on accompagne vraiment à 100% sur la partie marketing et communication. Qu'est-ce que j'en pense? Donc nous, vu que c'est une ICO, on a été très frileux également, on a fait notre grosse analyse due diligence. Pour venir sur les fondamentaux, SAT, c'est la société athaïenne qui, mine de rien, a développé plus de 9 applications sur Facebook. C'est l'inventeur du live streaming, plus de 1 million d'utilisateurs. Parmi ceux-là, on retrouve Coca-Cola, Netflix, L'Oréal, donc de grands noms. Et donc voilà, il faut savoir qu'il y a quand même, je trouve, c'est mon point de vue, une grosse problématique résolue grâce à SAT. Il y a un très gros manque de transparence dans l'industrie de l'advertising, de la publicité, pardon. C'est très lent, les influenceurs sont rémunérés pas forcément à leur juste valeur. Et en plus de ça, ils apportent une solution que j'ai trouvée très pertinente, c'est-à-dire que tout le monde peut monétiser son contenu sur les réseaux sociaux. Que tu sois un micro-influenceur, que tu aies 500 followers, que tu en aies 10 000, que tu en aies 200 000, tu vas être rémunéré justement en faisant la promotion d'une campagne de publicité listée sur le SAT. Tu vas pouvoir être rémunéré, donc ça permet mine de rien à beaucoup de personnes d'être rémunérées. Et donc c'est des solutions qui peuvent être très pertinentes dans beaucoup de pays.
pense que mine de rien, c'est très important pour la démocratisation. On n'aurait pas de stablecoin, donc à taux stable, ce serait très compliqué pour l'adoption, pour beaucoup de choses. Donc oui, c'est vraiment pertinent. Après, là où j'ai un peu plus de mal, c'est vraiment donc dans le développement de crypto-monnaies centralisées gouvernementales, où on perd, je pense, mine de rien, beaucoup des intérêts de la blockchain. Notamment, souvent, c'est des blockchains permissionnées ou voire totalement privées. Le gros intérêt, moi, dans lequel j'y vois, mine de rien, c'est la transparence. Donc ça ne peut pas être totalement transparent, j'en conviens. Je pense que ça peut aider dans le bon sens, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et à voir comment ça va se développer vraiment ce type de projet. Plusieurs choses. Déjà, je parle de mon point de vue à moi en tant que professionnel. C'est vrai que je trouve ça quand même assez incroyable le fait de pouvoir galérer, de pouvoir ne pas avoir un compte en banque par exemple et faire des virements crypto-monnaies, euros, etc. C'est quelque chose qui reste très compliqué pour les acteurs aujourd'hui. Donc ce serait déjà une première étape. Pour la partie démocratisation, il est vrai que pour le moment, je trouve que les projets sont beaucoup trop techniques et justement pas assez démocratisés. Je pense que le meilleur moyen d'adopter la blockchain, c'est de pas en parler. Tout simplement, on va expliquer à nos maires d'aller créer son wallet sur MyEtherWallet, d'entrer une adresse avec une suite de 40 chiffres et de lettres. C'est vraiment incompréhensible pour les néophytes. Donc je pense que simplifier justement tout ça, ça serait déjà pas mal. Très peu. En effet, je m'amuse à jouer un petit peu à l'apprenti investisseur, même si, comme je te disais, je suis un très mauvais investisseur et c'est pas du tout mon cœur de métier. Mais par contre, d'un point de vue professionnel, c'est vrai qu'on a un compte donc pro en crypto-monnaie sur des plateformes de trading, car en effet, quand on a des clients chinois de New York ou à l'étranger, faire un virement d'une certaine somme, ça va coûter une certaine somme qui peut parfois être assez importante. Donc on a beaucoup de clients en effet qui préfèrent nous payer en crypto-monnaie et donc nous on rebalance tout en USDT et donc on a vraiment un compte professionnel de crypto-monnaie. Pas du tout. On fait très attention à ce genre de choses. Personnellement, c'est quelque chose que je regarde de loin. La DeFi beaucoup, mais alors la farming DeFi de très loin, donc je me renseigne de plus en plus. Mais ça reste quelque chose qui alors est très pertinent dans certains cas, mais qui je pense beaucoup de projets sont à risque, ne sont pas audités. J'ai eu des propositions du style Quentin, fais-nous un plan influenceur, on veut les plus grandes personnes qui en parlent. Pour nous, c'est pas healthy, c'est pas des choses qu'on veut faire quand l'objectif d'un client c'est pump-moi le token, pump-moi le token. Pour ce qu'il y a derrière, quand on analyse en général ces entreprises, il y en a des très bien, je ne dis pas, mais certaines, pour le coup, on est très frileux à ce sujet. Pour le moment encore, j'espère que ce sera amené à évoluer. Mais tout ce qui est nouveau, c'est vrai que ça fait, disons, l'objet d'une étude un peu plus approfondie et qu'on préfère dire pas pour le moment, on reste en contact. Je regarde de près French ICO, je préfère le dire que je suis impliqué dans ce projet, donc un peu ma petite publicité. C'est la première plateforme donc qui va commencer, qui va se mettre en 2021, voire peut-être en 2020, à établir des ICO donc régulés. Donc eux, c'est la première ICO qui a eu le visa AMF et qui propose justement une solution totalement clé en main pour les porteurs de projets pour développer son ICO. Je pense que c'est vraiment une très bonne initiative, notamment pour le secteur des ICO et de la crypto-monnaie en France, qui va permettre à beaucoup de porteurs de projets qui, mine de rien, sont un peu perdus. Quand ils veulent se lancer, il faut créer un smart contract, il faut faire des procédures de KYC, AML, il faut se renseigner du côté légal, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une solution clé en main que je trouve très pertinente et donc un projet que nous accompagnons depuis peu aussi donc avec Markchain. Pas beaucoup. Je dois en avoir 3 qui sont en freelance, donc pas directement dans l'équipe. Vous me mettez dans une situation compliquée, je vais me faire des ennemis, mais je vais dire tout de même The Coin Tribune pour vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui.